Éric Le Jaouen, bonjour. Bonjour. Christelle Aguilar, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes les candidats, le ticket, j'allais dire presque le ticket gagnant, on verra ça dans quelques jours, dans quelques semaines, 3 semaines exactement, aux élections législatives dans la 3e circonscription. Une question toute simple à tous les deux, pourquoi vous vous engagez en politique ? Alors, déjà bonjour, je m'appelle Éric Le Jaouen, j'ai 52 ans, j'habite à l'Étrat depuis une quinzaine d'années. Effectivement, j'ai jamais été engagé en politique. J'ai eu des responsabilités socio-professionnelles pendant 20 ans. Je suis chef d'entreprise, donc je suis très engagé dans le territoire depuis une vingtaine d'années. Et c'est une nouvelle étape pour moi d'investissement pour mon territoire, de m'engager dans cette campagne législative. Je suis Christelle Aguilar, j'ai 49 ans, j'habite la commune de Saint-Chamond. Je suis actuellement attachée parlementaire, donc la politique au niveau parlementaire, je la pratique depuis 5 ans déjà auprès de notre député. Et il y a encore beaucoup à faire sur le territoire. Je suis engagée en politique depuis un certain nombre d'années maintenant, pas forcément au niveau ligérien, mais voilà. Et donc j'accompagne Éric sur cette candidature parce qu'effectivement il a beaucoup apporté, il a de l'expérience. Et c'est quelqu'un en qui j'ai confiance et en qui je crois qu'il y a un énorme potentiel pour notre territoire. Il a une expérience certaine. Merci Christelle. Alors, pour répondre plus précisément à votre question, il y a quelques semaines, moi j'étais pas dans cette optique du tout. Il y avait des bruits qui couraient déjà. Il y avait des bruits qui couraient. J'avais été effectivement sondé par la majorité présidentielle, de laquelle on se revendique. Ma décision n'était pas spécialement prise, et puis ils ont investi officiellement un autre candidat. C'est ce qui a déclenché en fait cet engagement, c'est plutôt le casting, on va dire, qui est présent sur cette 3e circonscription, avec, je vais résumer les choses de manière un peu brutale et brève, mais enfin on a soit les idées du passé d'un côté, avec les deux blocs, à l'extrême droite ou de la gauche radicale, soit les hommes du passé, avec le bloc central aujourd'hui, et avec une confusion qui est assez grande, c'est-à-dire un candidat qui est un jeune candidat investi par des partis, les Républicains, UDI, mais qui fait campagne en disant aujourd'hui qu'il dépasse ses partis, et qui a d'ailleurs sorti les logos des partis sur sa communication officielle, et puis un candidat investi par la majorité présidentielle qui il y a quelques semaines était encore dans la majorité régionale, dans une majorité régionale différente, et en tout cas qui s'est illustré depuis 5 ans par, on va dire, un soutien très timide à la majorité présidentielle. Donc voilà, donc il nous a paru dans ce paysage très confus pour les électeurs. Moi, j'ai eu une réflexion d'électeur, c'est-à-dire quand j'ai vu le casting, je me suis dit mais pour qui je vais voter, parce que je ne comprends pas qui va porter l'engagement auprès de la majorité présidentielle de manière claire et de manière cohérente. Donc on a fait le choix avec Christelle d'apporter, je dirais, une troisième voie, une sorte de troisième voie, qui est une voie différente, parce que c'est une candidature société civile, tout en ayant évidemment la présence de Christelle qui est engagée depuis 5 ans dans le travail parlementaire pour la majorité présidentielle, et une voie cohérente, c'est-à-dire que nous on dit où on va siéger très clairement dans la majorité présidentielle si on est élu, et moi c'est une forme de cohérence parce que j'ai travaillé depuis 4 ans dans des responsabilités nationales avec le gouvernement précédent, et en particulier avec la ministre du Travail qui est devenue Premier ministre, Elisabeth Borne. Justement, pour revenir dans cette 3e circonscription, on va mettre 2 mots, c'est abstention et confusion. Majorité présidentielle, vous êtes donc sous cette bannière, donc on comprend bien que vous allez soutenir la politique de Emmanuel Macron si vous êtes élu, et pourtant vous n'avez pas été investi, c'est un autre duo qui a été investi, qui il y a 1 an était sous les couleurs de M. Laurent Wauquiez à la région, et maintenant à l'étiquette du parti présidentiel. Comment vous expliquez qu'eux ont eu l'investiture et pas vous finalement ? C'est à ceux qui investissent qu'il faut poser cette question, c'est pas à nous. Nous on considère qu'on est... Parce que là, on va encore amener de la confusion chez les lecteurs. Ouais, non, mais je comprends. Il faut justement, c'est justement dans des entretiens comme aujourd'hui que on peut essayer d'apporter une forme
de clarification. Nous, on est clairement une candidature société civile qui dit aujourd'hui on veut apporter quelque chose de nouveau dans la circonscription, quelque chose de différent, mais qui est clair sur l'objectif, c'est-à-dire de siéger dans la majorité présidentielle. Parce qu'on pense qu'on peut apporter des choses, en particulier en termes d'utilité, de par le parcours qu'on a tous les deux auprès de la majorité présidentielle depuis plusieurs années. Alors Christelle, en tant qu'attachée parlementaire de la députée sortante, et moi, en tant que j'étais président de l'assurance chômage donc à Paris pendant les 2 dernières années et vice-président les 2 années précédentes, et donc le travail qui a été fait auprès du gouvernement pendant ce temps-là. Voilà. Est-ce que ça veut dire que vous allez continuer le travail qu'a accompli la députée actuelle, puisque le mandat finit au mois de juin? Est-ce que c'est la suite logique finalement du travail de Valéria Faure-Montiel? Mais moi, je pense qu'on s'inscrit totalement dans cette continuité. La question elle vient naturellement, puisque la suppléante est voilà, attachée parlementaire. On est bien d'accord. Donc c'est ce qui nous fait dire qu'on est, et ça il faut que les électeurs le comprennent bien, on n'est pas les candidats officiels, hein, clairement, mais on se revendique comme étant les candidats naturels de la continuité et de la majorité présidentielle. Est-ce que sur l'affiche on peut rayer officiel et marquer les plus utiles pour la majorité? Je l'espère, oui. Je sais pas. Oui, utile, je dirais même nécessaire par rapport à ce qui a déjà été entrepris là, depuis 5 ans sur le premier quinquennat. Effectivement, le deuxième s'inscrit dans une continuité et il y a un côté un petit peu plus social aussi, notamment axé vers l'emploi. Et effectivement, M. Wegerer est le plus à même, je pense, à pouvoir déployer et mettre en place la transformation qui est nécessaire et utile sur notre territoire. Si j'ai bien compris votre discours aussi, l'électeur qui va mettre son bulletin vous concernant, il fait un pari sur l'avenir et il ne fait pas un retour dans le passé. C'est exactement ça. Nous, on essaye d'associer la nouveauté. Hein. Clairement, on est une nouveauté. Hein. Voilà. Contrairement à d'autres candidatures, mais quelle qu'elle soit. Hein. Je veux dire, on focalise pas sur certaines. Je pense qu'on a notre sujet à nous, c'est principalement l'abstention, c'est principalement les 2 blocs extrêmes, clairement. Voilà. La nouveauté, mais l'expérience. Enfin, on apporte chacun. Christelle est une assistante parlementaire expérimentée. Depuis 5 ans, elle œuvre sur le terrain pour accompagner les problématiques des habitants de la circonscription. Et moi, j'ai une expérience, alors qui n'est pas une expérience politique, qui est une expérience socio-professionnelle, mais en tant que chef d'entreprise et en tant que militant engagé dans les organisations socio-professionnelles, je pense que je peux apporter quelque chose qui est très différent des politiques professionnelles qu'on a sur le territoire. Et peut-être que vous serez un meilleur relais, parce que vous avez entre guillemets, un réseau plus élaboré. Je suis convaincu. Vous avez des entrées avec des gens importants du gouvernement. Je suis convaincu de pouvoir être très utile aux habitants de la circonscription, effectivement, parce que j'ai travaillé je connais bien les services de l'État, je connais bien le fonctionnement de l'appareil d'État, et j'ai effectivement alors je sais pas si c'est des relais, mais en tout cas j'ai travaillé au quotidien avec un certain nombre de personnes qui sont aujourd'hui dans l'entourage proche du Premier ministre ou du ministre du Travail, et puis également avec les partenaires sociaux, c'est très important. Moi je viens du monde des partenaires sociaux, donc j'ai évidemment le relais avec que ce soit la partie patronale ou la partie syndicale. Ce qu'on veut dire, c'est que aujourd'hui, la candidature qu'on porte, c'est aussi une candidature qui a des thématiques, et que la thématique sur laquelle on souhaite insister, c'est le plein emploi. Moi, je crois beaucoup qu'on n'a jamais été aussi proche de pouvoir dire à la Fouillouse, à Sorbier, dans la vallée du Gier, à Saint-Martin-la-Plaine, on peut tendre vers le plein emploi. Il est à portée de main. Et moi, mon métier, c'est l'emploi. Hein. Depuis 20 ans, au niveau professionnel. Qu'est-ce que vous définissez par plein emploi? Le plein emploi, alors. Est-ce que le plein emploi, c'est des emplois précaires? Non. Le plein emploi, ce sont des emplois de qualité et dans la durée. C'est-à-dire que en France, c'est souvent le CDI, hein, mais ça peut être des CDD longs qui permettent d'accéder au CDI, ou des travailleurs indépendants qui ont une activité pérenne. Voilà, je pense qu'il ne faut pas opposer les choses.
Moi, oui. Quand on parle de plein d'emplois, on parle de quel secteur? On a des idées? C'est le numérique? C'est quoi? C'est tous les secteurs. Je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur un seul secteur. Alors déjà, c'est des statistiques, le plein emploi. Souvent, on dit le plein emploi, alors c'est 5%. Alors aujourd'hui, on est autour de 7,5% de taux d'inactivité ou de chômage. Bon, on dit qu'autour de 5, on ne serait pas loin du plein emploi, parce qu'il y a une rotation naturelle. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui quittent un emploi et qui, avant de retrouver un autre emploi, ont une période sans emploi. Donc c'est la rotation naturelle du marché du travail. Donc on peut se fixer ce type d'objectif chiffré, mais après, le sujet, c'est pas les objectifs chiffrés. Enfin, voilà, c'est pas ce qui parle aux gens. Ce qui parle aux gens, c'est dans leur entourage il n'y ait plus de personnes qui soient sans activité. Et donc en termes de secteur d'activité, on est. Alors, il y a un secteur d'activité qui est évidemment très important pour la vallée du Gier, qui est l'industrie, puisqu'on est encore un grand département et une grande circonscription industrielle. Donc là, on a un effort tout particulier à mener sur l'industrie. Moi, je crois beaucoup à la réindustrialisation, mais pas le fait de faire revenir des industries qu'on a délocalisées en Chine et qu'on récupérerait à l'identique. Ça c'est de la fable, hein, ça n'existe pas. La réalité, c'est que la réindustrialisation, elle va se faire par l'innovation. C'est-à-dire qu'il faut investir massivement, notamment en relation avec le plan de relance, hein, les plans de relance régionaux, métropolitains, mais surtout France Relance, massivement sur la R&D, pour permettre l'accompagnement et le développement de nouveaux emplois industriels dans la vallée. Et je pense que ça, on a des fleurons, hein, on a le groupe Polot, on a un certain nombre d'entreprises qui sont des fleurons industriels sur lesquels on peut avoir un développement qui se fasse beaucoup par l'innovation. Et donc recréer tout un tissu d'industrialisation avec ces entreprises-là en tête de pont, et derrière un certain nombre de sous-traitants ou de co-traitants qui seraient aussi des entreprises à forte création de valeur ajoutée. Et puis autour de ça, on a tout l'écosystème des services, bien sûr, soit les services à ces industries ou les services aux entreprises, mais les services aussi aux particuliers, où on voit bien qu'on a des enjeux majeurs. Et puis sans oublier la partie agricole de notre circonscription, où là on a un enjeu très fort de développement, hein, de l'agriculture. On voit bien, on a des nouvelles filières d'agriculture qui apparaissent, agriculture raisonnée, agriculture de proximité, transition vers le bio, enfin voilà, tous ces sujets-là sont devant nous. Et moi je crois que le plein emploi, c'est le sujet central, parce que c'est le sujet qui permet de financer tout le reste. Quand vous avez le plein emploi, vous avez des cotisations, vous avez des cotisations sociales, vous avez évidemment des systèmes fiscaux qui fonctionnent mieux, qui sont plus à l'équilibre, et ça nous permet de financer les enjeux qui sont devant nous, c'est-à-dire principalement, enfin les gros enjeux, évidemment l'enjeu immédiat, le pouvoir d'achat. Comment on fait pour les prochains mois pour le choc de pouvoir d'achat qui est devant nous, qui est déjà sensible sur l'énergie, qui va s'accentuer sur l'alimentaire et donc qui est devant nous. L'enjeu de transition environnementale qui est fondamental pour nous, mais surtout pour les générations qui viennent. Et ça se finance. Et puis maintenir la cohésion sociale, boucher les trous dans les déserts médicaux. On a des sujets importants devant nous sur les déserts médicaux, sur l'éducation. Voilà, mais pour tout ça, il faut des moyens. Je veux dire, quand on assure des transitions, il faut les financer. Et moi, je suis bien placé j'ai financé le quoi qu'il en coûte sur l'assurance chômage, hein, sur l'activité partielle, le chômage partiel. Cette période se termine, clairement. On voit déjà les taux d'intérêt qui remontent, la politique de la Banque centrale européenne qui commence à être moins sympathique. Voilà. Donc on voit bien qu'à partir de cet été, on va devant nous avoir des sujets de financement et qu'on ne pourra plus le faire uniquement par de l'emprunt. Donc il faudra retrouver des recettes nouvelles. Et ces recettes nouvelles, c'est le plein emploi. J'allais vous demander vos thèmes de prédilection sur cette circonscription. Vous m'avez parlé de plein emploi, d'agriculture, il y a l'écologie également. J'ai l'éducation, j'ai un sujet que j'ai l'impression que vous avez oublié, c'est la sécurité. Les concitoyens aujourd'hui, ils sont très touchés par, on ne va pas employer des mots excessifs, mais ils ont besoin qu'on les rassure aussi de ce côté-là. Quelles mesures vous allez mettre en place? Est-ce que c'est un dossier où vous êtes sensible? Qu'est-ce que vous allez faire pour la sécurité? Et j'ai presque envie de vous dire le bien-être de la population dans votre circonscription. C'est un dossier essentiel.
Incivilité, sécurité. Il y a deux sujets. Hein. Je crois qu'on a des gros problèmes d'incivilité, mais bon, qui se traitent peut-être pas exactement, qui nécessitent pas les mêmes réponses juridiques ou pénales évidemment que l'insécurité. On a encore eu cette semaine à Saint-Chamond, enfin la semaine dernière, enfin, il y a quelques jours, cette agression, hein, enfin, inqualifiable sur des policiers municipaux. Donc, on a apporté notre soutien d'ailleurs aux policiers à cette occasion. Alors, on ne le rend pas public, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une candidature où à chaque fois qu'on fait quelque chose, on le dit à tout le monde. Mais bon, c'est évidemment un souci. Mais là encore, ça rejoint la thématique principale qu'on a choisie. Je pense que ça nécessite des moyens nouveaux pour la police de proximité, pour la police municipale, pour les polices municipales. Alors, sous la mandature de la députée sortante, il y a déjà eu une augmentation des effectifs. Je pense qu'aujourd'hui, il faut continuer dans cette voie-là. Et pour financer des forces de l'ordre et des dispositifs pertinents pour les citoyens, il faut des moyens. Voilà. Et ces moyens, ça demande des financements. Donc on revient toujours à mon histoire de plein emploi, mais c'est évidemment un vrai sujet. Au lieu de mettre toujours plus de caméras, de mettre toujours plus de policiers, est-ce qu'on ne peut pas changer de politique justement, parce que c'est l'occasion, nouveau mandat, nouvelle politique, est-ce qu'on ne pourrait pas créer allez, je vais me lancer, des projets, on met les jeunes sur un projet, quand un jeune est capable de faire quelque chose de mauvais, il doit être aussi capable de faire quelque chose de bien pour la société. Donc est-ce qu'on ne peut pas lancer des projets en commun, des idées, et on tire tous dans le même sens au lieu d'aller faire des trucs inutiles, quoi. Mais je crois qu'il faut faire les deux. C'est-à-dire qu'on a... Pas en manque de projets, ce que je veux dire, quoi. Parce que les caméras et les policiers, ça fait 40 ans que je l'entends, quoi. On a souvent opposé les deux. C'est-à-dire qu'à une époque, il y avait cette fameuse police, alors je ne sais plus si c'était sous Jospin, de proximité. Ouais, qui était presque plus des éducateurs que des policiers. Je crois qu'il faut les deux. C'est-à-dire que quand vous avez un acte de délinquance, que la justice fait son travail, il faut une tolérance zéro. Clairement, il faut que là, ça soit sanctionné. Après, l'objectif, c'est aussi d'éviter au maximum d'en arriver à ces actes-là. Donc il faut un travail en amont, qui est un travail qui revient plus aux éducateurs, hein, clairement, qu'aux policiers, pour faire baisser ce niveau de délinquance. Alors, encore une fois, je pense que ça rejoint, je reviens beaucoup à mon plein emploi, mais il y a beaucoup de jeunes qui sont dans des situations de désœuvrement, voilà, ou de désespérance sociale. Oui, mais ça fait 40 ans qu'on le dit. C'est ces jeunes-là qu'il faut aller. Parce que on dit souvent qu'on parle plus des trains qui arrivent en retard et pas ceux qui arrivent à l'heure. Et on a vu pendant le Covid des jeunes qui se sont mobilisés pour faire des courses, pour faire plein de choses. Il y a des moments, il y a des actes héroïques. Bien sûr. On en voudrait plus comme ça, quoi. Et si on mettait plus de choses comme ça en valeur, moi je pense que la délinquance, elle diminuerait aussi. Hein. C'est pas la peine de mettre 15 caméras, parce que quand on a les images, on n'en fait pas grand-chose. Donc, ouais. On a un sujet majeur qui sont les décrocheurs dans notre pays. Alors, ça s'est amélioré ces 5 dernières années, mais on est passé de 130 000, 140 000 décrocheurs à 100 000 décrocheurs par an. Ça veut dire qu'en fait, sur les 700 000 personnes qui ont 18 ans chaque année en France, on en a 100 000 qui ont disparu depuis 2 ans, c'est-à-dire que depuis qu'ils ont 16 ans, ils sont ni en emploi, ni en formation, ils sont nulle part. Donc il faut leur trouver un projet intéressant. C'est là le sujet. Enfin, je pense que notre objectif, il est là. Dans notre circonscription, je n'ai pas le chiffre exact, mais on a sans doute plusieurs milliers de personnes qui chaque année se retrouvent dans cette situation. Ils sont traités par les missions locales. Il y a le service public de l'emploi qui les accompagne. D'abord les missions locales, ensuite les services sociaux qui dépendent du conseil départemental. Mais globalement, c'est le cœur du problème, il est là. Donc il faut qu'on ait une action beaucoup plus forte et pertinente. Il faut qu'on se fixe pour objectif de diminuer par 2 le nombre de décrocheurs dans notre pays dans les 5 prochaines années, je pense, et donc dans notre territoire. Et ça passe par sans doute des réflexions autour du système d'éducation. Alors, les discussions sont toujours très compliquées quand on parle du collège, parce qu'on parle bien du collège, là, hein. On a sans doute à s'inspirer beaucoup de nos voisins qui ont des filières de collège dans lesquelles ils ont à la fois des voies professionnelles et des voies générales, et où il y a des passerelles permanentes. C'est-à-dire que, par exemple, aux Pays-Bas, vous avez un système où vous rentrez en 6e dans une des voies,
Et tous les 6 mois, vous pouvez rechanger de voie. Parce que moi, j'ai des enfants, hein, comme tout le monde. Enfin, bon, il y a des enfants qui, en 6e, ils sont pas très intéressés par le travail, on va dire, académique. Et puis, quand ils arrivent à 14 ans ou 15 ans, quand ils arrivent en 4e ou en 3e, ils sont plus intéressés. Ou il peut y avoir l'inverse. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui, à 12 ans, sont très bons au niveau scolaire, sur les matières scolaires, et puis qui, à 14-15 ans, disent, bon, papa, maman, moi, ce que j'aimerais maintenant, c'est apprendre un métier, quoi. Les matières académiques, ça va un moment, mais j'en ai un petit peu marre. Donc, il faut qu'on ait beaucoup plus de souplesse dans ces années-là, qui sont des années décisives pour les jeunes. Et je pense que là, on évitera d'avoir des jeunes qui se retrouvent enfermés dans une espèce de silo, où ils se retrouvent en 4e, ils ont déjà redoublé 2 fois, voire 3 fois, et ils se retrouvent en échec scolaire, très clairement, et après, on les perd socialement pour des années et des années. Ils n'ont plus de perspective. Voilà. Il faut être plus souple. On a parlé de plein d'emploi. Il y a un sujet qui revient constamment à Saint-Étienne, c'est l'axe Lyon-Saint-Étienne. C'est désespérance, et je ne sais pas quel mot peut-on utiliser. Déshérence, oui. Comment on fait pour améliorer ce transit entre Saint-Étienne et Lyon? Est-ce que vous avez des solutions? Est-ce qu'il faut plus de trains, plus de vélos électriques? Je fais de l'amusement, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Là aussi, est-ce que vous avez des solutions ou simplement des projets? Alors, depuis plusieurs semaines, et puis alors Christelle encore plus depuis 7 ans, plusieurs années, entend nos concitoyens sur ces problématiques. Moi, je connais bien la problématique parce que je l'ai portée en tant que chef d'entreprise et élu de la Chambre de commerce de Saint-Étienne. Enfin voilà, nous on était, et je ne veux pas m'en cacher, moi j'étais très favorable à la réalisation de l'autoroute A45 et je n'ai pas changé d'avis, même si on sait maintenant que c'est derrière nous. Voilà. Donc maintenant, dont acte. Qu'est-ce qu'on fait? On n'aura pas cette autoroute. Moi je trouve qu'il faudrait accélérer les concertations. Ça fait des années qu'on discute, et maintenant ce que veulent les gens, c'est des réalisations. Des décisions, que les acteurs publics prennent des décisions et fassent des propositions et les mettre en œuvre. On a une enveloppe encore de plusieurs centaines de millions d'euros qui est utilisable pour l'amélioration de l'axe routier. Il faut maintenant passer à la phase de réalisation. On est en 2022, on en parle depuis les années 70 de cette amélioration d'axe. On parle beaucoup de covoiturage, là aussi il y a des projets, il y a des solutions, parce que j'ai entendu beaucoup de gens qui se plaignaient du covoiturage en disant qu'on ne peut pas tous partir à la même heure et rentrer à la même heure. Là aussi c'est un problème. Alors, je crois qu'il faut... Alors, déjà il nous faudrait des études plus récentes que les études sur lesquelles on se base pour faire des études de flux. Je pense que la période qu'on vient de vivre avec le Covid en particulier, il y a des habitudes de travail, il y a du télétravail qui s'est mis en place, mais aujourd'hui on est dans la difficulté pour documenter ça de manière très précise. Donc il nous faudrait des études beaucoup plus récentes, il faudrait des études qui soient faites, on va dire, pendant cet automne, et qui nous donnent une idée du trafic pendulaire, qui remettent un peu à jour les données qui sont quand même un peu anciennes, et qui tiennent compte des évolutions de ces dernières années, c'est-à-dire la mise en place du télétravail un peu plus massive, en tout cas mise en place du télétravail parce qu'il n'y en a quasiment pas, et puis peut-être aussi la prise en compte des phénomènes de RTT qui ne sont pas tout à fait pris en compte dans les études qu'on a, et des phénomènes d'aménagement du temps de travail un petit peu plus différents. Et à partir de là, je pense qu'il y a des choses à faire. Oui, sur le covoiturage, c'est une piste. Mais on peut pas, tout le monde ne peut pas covoiturer. Voilà, tout le monde. On a par exemple des artisans, des commerçants qui vont plusieurs fois par jour à Lyon ou au marché de Gros, par exemple, des agriculteurs qui apportent des produits. Ils vont pas faire du covoiturage. Donc c'est pas une solution unique. C'est un panel de solutions qu'il faut apporter. Mais encore une fois, il nous faut des études plus récentes. Et ensuite, il faut arrêter de perdre du temps. C'est-à-dire qu'il faut un peu moins de concertation et un peu plus de décision. Avancer, quoi. Oui. Il y a déjà des travaux qui ont été entamés, notamment sur les échangeurs, ce genre de choses. Et il y a des projets au niveau avec la SNCF aussi pour des augmentations de trains. Juste une dernière fois pour rester dans le sujet, j'ai rencontré des gens qui me parlaient d'un projet de Stelltech 2 et il y a beaucoup de gens qui sont déjà contre. Alors je ne savais pas que ça existait et j'entends déjà des gens qui sont contre, il y a déjà des comités qui sont contre. C'est votre circonscription, est-ce que vous avez des infos là-dessus et comment ça va se passer?
Alors il y a une libération du foncier du fait justement de l'abandon du projet A45. Donc il y a effectivement plusieurs projets et sujets comment dire, d'accompagnement et d'installation d'entreprises voilà, qui sont en cours. Donc après, il y a des décisions à prendre, il y a des dossiers à étudier, des projets à voir. Enfin, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Le plein emploi, ça veut dire qu'il faut de l'activité. L'activité, ça demande de la... Enfin, alors, soit il faut construire des immeubles en hauteur pour de l'activité de service, soit il faut étendre des zones d'activité ou des zones industrielles. Il n'y a pas de secret. Il faut arrêter de mentir aux gens en leur disant qu'on peut faire du plein emploi sans avoir de l'activité sur son territoire. Est-ce que faire de la politique, c'est pas mentir un petit peu aussi? Non. Ben, peut-être, mais c'est pas. En tout cas, c'est pas ce que je souhaite faire du tout. Donc, la réalité, c'est que si vous voulez des emplois industriels à Saint-Chamond, il faut plus de foncier industriel à Saint-Chamond. Sinon, vous le ferez à Andrézieux, voilà, l'activité industrielle. Mais ça ne sera pas à Saint-Chamond, et vous générerez les mêmes problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire de flux de déplacement, en augmentant le flux de déplacement de salariés qui sont obligés de prendre leur voiture tous les matins pour aller travailler à 20 ou 25 km de chez eux. L'objectif, c'est pas ça. L'objectif, pour régler aussi les problématiques de transport, c'est quand même que vous puissiez travailler là où vous vivez. Voilà. Donc, on doit trouver un juste équilibre. Après, l'idée, c'est pas évidemment, c'est pas de développer du foncier industriel ou du foncier économique de manière anarchique ou de manière non raisonnée et de compromettre des territoires avec un équilibre de vie qui serait plus le bon. C'est de faire ça évidemment en bonne intelligence, encore une fois. Mais la bonne intelligence, c'est pas non plus de dire on arrête tout et on ne fait plus rien. Voilà. Sinon, on s'en sortira pas. Ça veut dire que vous avez énormément de chantiers devant vous si vous êtes élu. Pour revenir à la politique, on a un nombre record de candidats dans la 3e circonscription, je crois que c'est 14. Hein. Est-ce que ça vous effraie? Ben non. Non. C'est stimulant? C'est stimulant. Ça prouve effectivement que voilà, la politique, notamment nationale, voilà, intéresse à nouveau, qu'il y a des gens qui ont des volontés de faire bouger les choses et d'apporter finalement sur le territoire voilà, un espèce de nouveau souffle, on va dire. C'est ça. Et donc, non, au contraire, c'est très bien. C'est une très donc vous pensez qu'il y a une bonne nouvelle pour la vie démocratique. Il y a un espace entre vous, oui, votre candidature et les deux principaux, je dirais, d'un côté la majorité présidentielle représentée par M. Mandon et la majorité, entre guillemets, là aussi municipale, représentée par Axel Dugas, sur Saint-Chamond, je parle. Après, moi je trouve que les élections, c'est fait pour qu'il y ait des candidats. Enfin, sinon, on ne fait pas d'élections. Voilà, c'est la vie démocratique qui appelle les candidatures. C'est le financement des campagnes aussi. Oui, mais ça prouve aussi. Mais bien sûr, et tous les candidats qui pensent que peut-être qu'ils ne feront pas 5%, ils prennent le risque d'autofinancer leur campagne. Et je trouve ça courageux. Et le fait qu'on ait de nombreux candidats, c'est quand même plutôt bon signe pour la vie démocratique de notre pays. Après, maintenant, il faudrait qu'on ait de nombreux électeurs. C'est-à-dire, c'est pas le tout d'avoir des candidats, il faut des électeurs. Et donc, il y a des candidats qui s'engagent et qui prennent sur leur temps et qui souhaitent donner de leur temps pour la vie publique. Donc, il faut que les gens aillent voter pour eux. Voilà. Justement, surtout pour vous, quand on se lance en politique, c'est votre première campagne. Exactement. Quels sont vos outils? Comment vous procédez? Comment on va à la rencontre de ses concitoyens? Alors déjà, on a la chance avec Christelle d'avoir des militants qui sont des militants engagés auprès de la démarche de la majorité présidentielle depuis 5 ans maintenant. Donc on a cette base de militants. Sans les militants, on ne peut rien faire. Hein. À deux, voilà, c'est compliqué. Donc on le voit bien depuis 2 semaines où on a engagé nos démarches et où les choses sont devenues plus publiques. On a un engouement assez fort des militants historiques de la République En Marche sur le territoire derrière notre démarche. Voilà. Après, on est sur une campagne extrêmement courte. Il reste moins de 3 semaines. Il est clair qu'on aura, il y a 31 communes, on aura des difficultés on ne pourra pas aller au-devant de tous les habitants de ces 31 communes. Selon vous, dans ces 31 communes, qu'est-ce qui va faire la différence du choix? C'est-à-dire que les gens, qu'est-ce qui va leur donner envie de voter finalement pour votre ticket? Moi, je crois qu'il faut... Est-ce qu'il y a une vraie différence, une vraie plus-value par rapport à des gens qu'on voit depuis 40 ans, d'autres qu'on voit depuis quelques années?
et vous qui êtes, on peut le dire, un novice en politique, mais qui avait un réseau intéressant et qui avait un langage utile. Je crois qu'il faut que ce qui est important, c'est que les gens aillent voter, déjà. Hein. Moi, j'ai à même dire qu'ils votent pour un tel ou un tel, ça n'a pas... Enfin, qu'ils aillent voter. Voilà. Parce que notre ennemi numéro un à nous, c'est l'abstention. C'est l'abstention. C'est l'abstention qui fait que on a des blocs radicaux qui grossissent par rapport à des, je dirais, des candidatures raisonnables, j'allais dire, voilà, et avec des programmes d'avenir. Voilà. Donc il faut que les gens aillent voter. Après, il faut que les gens lisent, se renseignent et fassent un choix, j'allais dire un choix éclairé, c'est-à-dire un choix qui ne soit pas forcément un choix de parti, parce que de toute façon, on voit bien qu'un certain nombre de candidats même ont effacé les partis de leur candidature. La plupart, donc, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui assume. Ouais. Donc je crois qu'après c'est un choix individuel le vote, et que investi, pas investi, le sujet c'est l'élection, c'est-à-dire que c'est l'électeur au final qui décide de qui est le candidat le plus représentatif, le plus légitime, le plus naturel ou le plus pertinent pour porter ces problématiques et les porter de manière efficace et utile. Quand vous allez à la rencontre de vos futurs électeurs ou pas, qu'est-ce que ces gens-là, ils vous demandent, ils vous parlent de quoi sur les marchés, sur les manifestations? On parle beaucoup de pouvoir d'achat, quelle est la préoccupation qui revient le plus souvent? Il y a sûrement une thématique qui revient le plus, je suis sûr qu'ils vous parlent de l'essence. Bon, pouvoir d'achat, 1 pouvoir d'achat, 2 pouvoir d'achat, 3 pouvoir d'achat. Et 4 pouvoir d'achat? Et 4 pouvoirs d'achat. Mais c'est normal. Je veux dire, on est dans une. Il faut se rendre compte qu'on est dans une période inédite. On n'a pas connu le niveau d'inflation qu'on a aujourd'hui. On va finir l'année à 7 ou 8, depuis les années 60-70. Donc on voit bien qu'un certain nombre de nos compatriotes, des citoyens de la 3e circonscription, au-delà du pouvoir d'achat, leur sujet, c'est le reste à vivre. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont payé parce que le pouvoir d'achat, c'est une notion un peu abstraite. Voilà, on ne sait pas trop ce que c'est. Le reste à vivre, c'est très concret. C'est-à-dire quand il vous reste 150 € à la fin du mois, c'est pas la même chose que quand il vous en restait 250 ou qu'il vous en reste 50. Voilà. Donc on est sur pour moi, le sujet, c'est ça, c'est le reste à vivre. Donc on nous parle beaucoup de ça. Évidemment, l'essence, l'énergie. Enfin, il y a l'essence, mais il y a l'énergie en général. Quand il faut remplir avec du fuel, quand il faut même le bois, voilà. Donc l'énergie, voilà. Donc on a un vrai sujet sur l'énergie. Et devant nous est le sujet sur les produits alimentaires, qui arrivera plutôt à la rentrée. Mais je crois que le gouvernement est tout à fait conscient et prévoit d'ailleurs dans la loi de finances rectificative qui va passer dès juillet un certain nombre de mesures qui sont des mesures très ciblées sur le pouvoir d'achat. Donc il faut soutenir le pouvoir d'achat de nos concitoyens dans les prochains mois, ça c'est clair, et en particulier de nos concitoyens les plus fragiles. Ça n'a pas trop de sens de soutenir le pouvoir d'achat de quelqu'un qui gagne 5 000 € par mois. Voilà. Soutenir le pouvoir d'achat d'un ménage qui vit avec 1 500 € par mois et qui a 2 enfants, ça a du sens. Donc il faut des mesures ciblées, et il faut des mesures efficaces et des mesures tout de suite. Parce que le sujet, il est tout de suite. Il n'est pas dans quelques mois, quelques années. Et puis ensuite, on va être dans une phase de transition. La vie va être plus chère pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, puisqu'on est en train de changer de modèle économique. On achetait de l'énergie pas chère à la Russie et on achetait des produits pas chers à la Chine. Est-ce que c'est souhaitable demain pour la planète et pour notre écosystème, je dirais dans la vallée du Gier ou à la Fouillouse ou à Sorbier? Je pense que non. Donc on va sortir de ce modèle et on va aller vers un modèle, et pendant qu'on va être dans la transition, ça va être plus cher. Il faut dire les choses aux gens. Donc il faut soutenir le pouvoir d'achat à ce moment-là, et ensuite trouver un système qui nous permette de pérenniser un nouveau mode de fonctionnement économique où on ait des circuits plus courts, des produits qui soient fabriqués plus proches de chez soi, de meilleure qualité, avec un impact environnemental moins important et à un prix qui sera peut-être un peu plus élevé, mais si les gens ont un peu plus d'argent pour les acheter, ça ne posera pas de sujet. Voilà. Le futur député que vous allez être, je vous le souhaite, ça c'est les électeurs qui vont le décider. Est-ce que concrètement, justement, sur ce pouvoir d'achat, il peut faire quelque chose, ou alors il est là et il prend en compte les décisions du gouvernement, mais il n'en fait pas beaucoup, quoi? Moi, je crois qu'il peut faire beaucoup de choses. Déjà, il peut, si c'est un député de la majorité, ce que je souhaite,
il va voter le package de pouvoir d'achat de la loi de finances rectificative ou du collectif budgétaire dès juillet. Donc ça, c'est une première chose. Si c'est un député de l'opposition, il ne votera pas. C'est-à-dire qu'il faut dire quand même aux électeurs que on a deux candidatures de la majorité, en gros. Hein. Nous, voilà, on votera les mesures pouvoir d'achat. Les autres candidats ne les voteront pas. Que ce soit M. Bonny, ou que ce soit M. Dugas, ou que ce soit une candidature de Rassemblement National. Voilà. Donc le premier acte, il est là. Ça veut dire, dans ce package, alors tout n'est pas défini, mais il y a la continuité des mesures de soutien, les 15 centimes à l'essence, il y aura des mesures de soutien alimentaire, il y a la réindexation des retraites sur l'inflation, donc il y a quand même des mesures très concrètes dès juillet. Donc ça, c'est la différence entre nous, on va dire, et les autres candidats. Et puis ensuite, là où on peut aider, c'est, moi je pense, à travailler à des mesures qui soient ciblées, qui soient justes. Parce qu'il n'y a rien de pire que... là, on est sur des mesures rapides, donc forcément, quand vous faites des mesures rapides, elles ont un côté, voilà, il faut arroser large. Et bon. Mais quand vous donnez 15 centimes d'euros pour le plein d'essence, c'est la même chose que vous ayez la Twingo ou voilà, la petite voiture, ou que vous ayez la grosse voiture. Donc ça, c'est à un moment, il faut affiner les choses et il faut rendre... Oui, mais la devise française, c'est égalité aussi. Hein. Oui, l'égalité. Hein. On ne peut pas faire à l'un et pas à l'autre, c'est un peu compliqué aussi. Il y a l'équité. Il y a l'équité. Mais elle n'est pas dans la bannière. Et l'équité, c'est important. Oui, et il y a aussi la fraternité, et dans le caractère fraternel des choses, il y a aussi le fait de se poser constamment la question, est-ce que ce que je fais est juste pour les plus et donc équitable. Fragiles, voilà, et donc équitable. Dernière question politique, je suis électeur dans la 3e circonscription, je veux soutenir la politique du président Macron, qu'est-ce qui fait que je choisis Emmanuel Mandon ou Éric Le-Join? Qu'est-ce qui fait que je choisis entre les deux? C'est ça la question finalement. Si déjà je suis dans cette question, c'est que je me suis posé la bonne question. Voilà. Donc moi, j'apporterai pas de réponse aujourd'hui à ça parce que c'est les électeurs qui ont la réponse. C'est pas moi. Enfin, je peux vous vendre tout ce que j'ai en plus ou voilà. Vendez-moi du rêve. Mais voilà. Mais très clairement, c'est pas à moi de décider de ça. Et c'est pas. Mais par contre, c'est comme ça qu'il faut poser la question. Oui. Pour terminer, vous êtes élu. Quelle est votre première grande chose que vous mettez en place pour tous ces habitants de la 3e circonscription? Il y a tellement de choses à faire. Mais il n'y a pas une chose principale, on se dit je suis élu, la première chose que je fais c'est ça. Déjà, alors ça c'est parfois une question un peu drôle, qui est sur la forme. On est en fin d'exercice, là, on est en fin d'entretien, donc on est un peu plus léger. Ouais, non, mais je veux dire, la façon, c'est comme si on rentrait dans le pouvoir exécutif. Un député, il est dans le pouvoir législatif, donc il va travailler sur des textes, il va travailler sur des propositions qui vont lui être faites déjà dans un premier temps par le gouvernement, hein, dans la première phase. Non, moi, ce que je ferai, et je le redis pour les habitants de la circonscription, c'est que je me battrai pour que les premières lois qui soient votées, et en particulier les lois qui vont avoir vraiment un impact sur le quotidien de nos concitoyens, c'est-à-dire les lois de pouvoir d'achat, elles soient le plus juste possible. Voilà. Elles soient le plus juste possible et le plus sensé possible. Parce que c'est facile aussi, on peut très vite aller dans des choses qui perdent un peu le sens du terrain. Voilà. Donc ma première action c'est celle-ci, parce que je sais, peut-être qu'il y en aura d'autres, mais celle-ci je sais que je peux le faire, voilà, et je ne veux pas m'engager sur des choses qu'on ne peut pas faire. Rendre les premières lois, et en particulier les lois pouvoir d'achat, le plus proche des préoccupations du terrain et le plus juste possible. On rappelle que cette élection a lieu le 12 et 19 juin. Exactement. Dernière petite question technique, le 12 juin, il faut faire quel pourcentage ou quel nombre de voix pour être présent au second tour? C'est une bonne question. Il y a un pourcentage qui sera très élevé, je crois, vu qu'il y a beaucoup d'abstentions pour être au deuxième tour. Alors, d'après ce que je comprends, un peu plus de 20% déjà, ouais. Mais il faut que le quorum des 12,5% soit atteint au niveau du nombre d'inscrits pour que ça puisse...
On verra. Donc on vous souhaite bonne chance. On n'est pas dans les petits calculs C'est électoraux, ça. nous. Hein. On essaye de convaincre les gens, déjà de se faire connaître. Voilà, on est une candidature voilà, qui, Oui, mais vous savez que comme le sport, on va faire un parallèle avec le football à Saint-Etienne, vous savez que pour gagner un match, il faut au moins marquer un but, quoi. Donc il faut marquer un but il de faut avoir plus des que les objectifs. autres. Il faut avoir des objectifs. Il faut marquer un but de plus que les autres. Voilà. Très bien, écoutez, on a fait à peu près le tour. On vous souhaite bonne chance, on souhaite aussi bonne chance à la démocratie, parce qu'il faut toujours souligner qu'on a la chance de vivre dans un pays où on a le droit de tous s'exprimer, pour, contre, ou je ne sais pas. On peut aussi signaler que tous ceux qui veulent participer à cette émission, mais il suffit de me contacter. On est assez présents sur les réseaux. Et puis c'est pas une prédication, c'est pas un souhait, mais je vous revois peut-être dans quelques semaines si vous êtes député. Eh ben, je l'espère et je vous remercie et on se souviendra quand on a eu cet entretien ensemble à ce moment-là. Merci beaucoup. Bonne campagne, merci. Merci.